Vidéo numéro 80. Échelle logarithmique. Bonjour. Dans la dernière vidéo, j'ai fait le pari, un peu hasardeux, de décrire la croissance exponentielle sans parler d'exponentielle. En termes simples, l'exponentielle est une correspondance mathématique qui permet de transformer les additions en multiplications. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Dans le cadre entier, on peut associer à chaque entier n le nombre a puissance n, c'est-à-dire a multiplié n fois par lui-même, avec a n'importe quel nombre plus grand que 1. Comme a puissance m plus n égale a puissance m fois a puissance n, on transforme bien les sommes en produits. On peut en fait définir a puissance x pour x positif quelconque par un procédé d'interpolation que je ne détaillerai pas ici, compatible avec la condition a puissance x sur 2 égale racine carrée de a puissance x. Pour les nombres négatifs, on pose tout simplement a puissance moins x égale 1 sur a puissance x. La fonction obtenue s'appelle exponentielle de base a. En particulier, l'exponentielle de base 10 remplace donc le nombre x par 10 puissance x, qui coïncide avec les puissances de 10 quand on la restreint aux entiers positifs ou négatifs. Elle n'est pas vraiment utilisée en science, on utilise une autre base, pour des raisons qui seraient un peu longues à détailler ici. L'exponentielle d'un nombre positif croît beaucoup plus vite que ce nombre. Par exemple, en toute base, quand on multiplie un nombre par 2, cela conduit à remplacer l'exponentielle par son carré. C'est évident dans le cas des entiers, puisque a puissance 2n égale a puissance n plus n égale a puissance n fois a puissance n égale a puissance n au carré. Et cela reste vrai en général. Bien sûr, vous vous demandez, à quoi bon remplacer l'addition par la multiplication qui est plus compliquée? Précisément aujourd'hui, nous allons parler de l'opération inverse, qui transforme miraculeusement les multiplications en addition. Bien que cette opération ait des bases historiques très anciennes, le pas décisif a été effectué par l'Écossais John Napier ou Napier. Il a conduit à l'introduction du logarithme dit népérien. Peut-être le bon point de vue pour introduire cette notion est celui d'ordre de grandeur, déjà évoqué dans une vidéo précédente. Le principe de départ est que tout nombre positif x est compris entre deux puissances successives de 10. Ce que l'on décrit, 10 puissance n, inférieur ou égal à x, strictement inférieur à 10 puissance n plus 1. Alors, n est par définition l'ordre de grandeur. Sur le cas des puissances exactes de 10, on voit que l'ordre de grandeur transforme les produits en sommes. Par exemple, l'ordre de grandeur de 100 est 2, celui de 1000 est 3, et celui de 100 000 égale 100 fois 1000 est 5, puisqu'il suffit de compter les zéros. Malheureusement, comme l'ordre de grandeur est entier, on ne s'attend pas à ce que les multiplications soient transformées en addition en général. Pour arriver à ce résultat, il faut remplacer l'ordre de grandeur par quelque chose de plus précis qui prend des valeurs quelconques. C'est exactement ce que réalise le logarithme décimal. Il existe une connexion très forte entre les notions d'ordre de grandeur, de magnitude et de logarithme que nous allons maintenant montrer sur 3 exemples, objet principal de cette vidéo. Exemple 1. Magnitude des étoiles. Il semble paradoxal de commencer l'inventaire des échelles logarithmiques par une chose qui a si peu d'impact dans la vie courante. Mais c'est l'exemple le plus ancien. Vous avez peut-être occasionnellement entendu parler d'astres de troisième grandeur, un peu faibles, ou de huitième grandeur, visibles seulement aux jumelles. Et constatez, avec surprise, qu'une grandeur plus élevée correspond à une étoile plus faible. C'est un classement un peu élitiste des étoiles, où la première est la plus brillante, comme à l'école. Au-delà de la 30e grandeur, on est vraiment un cancre, car même les télescopes spatiaux ne nous voient plus. Cette notion de grandeur d'étoile, aujourd'hui plus souvent appelée magnitude apparente ou relative, remonte aux Grecs de l'Antiquité et varie en sens inverse de la luminosité perçue de la Terre. C'est une sorte de logarithme, au sens où, dans l'échelle d'origine, une étoile 100 fois plus faible était décalée de 5 rangs dans la classification. Dans l'échelle moderne,
l'augmentation d'un rang correspond à une luminosité 2,5 fois plus faible, suite à une convention introduite par Norman Pogson et consistant à remplacer la racine cinquième de 100 par 2,5. Les objets très lumineux, comme le Soleil et la Lune, ont des magnitudes relatives négatives. Pour illustrer cette notion, on peut observer que si une étoile est remplacée par une autre identique, située 10 fois plus loin, la magnitude relative augmente de 5. Donc, une étoile de première grandeur deviendra invisible si on multiplie la distance par plus de 10 puissance 6 égale 1 million. Considérons, d'autre part, l'étoile Earendel, la plus lointaine détectée et aujourd'hui sans doute éteinte, située à 13 milliards d'années-lumière lorsqu'elle a émis la lumière que nous recevons, et de magnitude 27. Si elle était reconstituée dans son état d'alors, à 13 années-lumière de nous, elle aurait une magnitude de 27 moins 45 égale moins 18, environ 1 million de fois plus brillante que Jupiter, 250 fois plus brillante que la pleine Lune, ou 4000 fois moins brillante que le Soleil. À vous d'imaginer ce que ça représente. Il va sans dire qu'il s'agit d'une étoile intrinsèquement très lumineuse, équivalente à 1 million de soleils. Exemple 2, les décibels. L'histoire de cette échelle logarithmique est particulièrement intéressante. Tout est parti des recherches des laboratoires de télécommunications sur la transmission des signaux. Il avait été observé que la longueur du câble intervient de façon exponentielle décroissante sur l'atténuation des signaux, et on avait associé cette atténuation à un nombre d'équivalents miles de câbles standards, introduisant ainsi une grandeur logarithmique. L'unité correspondante, d'abord notée TU pour Transmission Unit, fut renommée décibel en l'honneur d'Alexander Graham Bell, fondateur de la compagnie de téléphone Bell. Aujourd'hui, on utilise le décibel pour évaluer les intensités sonores. Il s'agit cette fois d'une échelle logarithmique croissante définie à partir de la puissance acoustique. Le tableau montre les valeurs en décibels correspondant à différents types de fonds sonores. Par la suite, on a adopté cette unité pour exprimer plus généralement le rapport des puissances P1 et P2 de deux sources, sous forme d'une différence, selon l'équation grand D égale 10 logarithme décimal de P2 sur P1 en décibels. Par exemple, lorsque la distance à une source sonore est doublée, la puissance acoustique est divisée par 4, et comme logarithme décimal de 4 ou environ 0,6, cela correspond à une diminution de 6 décibels. Vous constatez ainsi que pour sauver vos tympans en cas d'environnement sonore supérieur à 120 décibels, il vous faudra courir très vite, et en tout cas quitter immédiatement la salle. Exemple 3, l'échelle de Richter. C'est une échelle de magnitude, mais contrairement à la magnitude relative utilisée en astronomie, celle-ci augmente avec la puissance. Elle a été définie en 1935 par le sismologue Charles Francis Richter pour remplacer l'échelle de Mercalli utilisée jusque-là pour évaluer grossièrement la force des séismes. Comme on avait observé que l'amplitude des oscillations d'un sismographe varie d'une façon considérable en fonction du séisme, l'échelle de Richter est logarithmique. Elle permet d'évaluer la puissance d'un séisme sur une échelle variant essentiellement de 1 à 9. En dessous de 1, les effets sont imperceptibles. Au-delà de 6, les effets peuvent être considérables, suivant l'état du terrain et des constructions. Bien que l'échelle soit illimitée vers le haut, il n'a jamais été observé de séisme de magnitude supérieure ou égale à 10. Un point de plus dans l'échelle de Richter correspond à une amplitude d'oscillation 10 fois plus grande au niveau du sismographe. Le tableau vous montre la puissance correspondante évaluée en équivalent kg de TNT. Conclusion. Je n'ai parlé ni des tables de logarithme, ni des papiers logarithmiques, ni de la règle à calcul basée sur les logarithmes qui ont accompagné ma jeunesse. Mais j'espère que cet inventaire de 3 échelles
vous aura donné envie, si vous n'avez jamais étudié la chose ou si vous l'avez un peu oublié, de vous renseigner sur la merveilleuse fonction logarithme, et plus exactement sur les fonctions logarithmes, qui sont toutes proportionnelles au logarithme décimal, le nombre petit a ayant pour logarithme 1, étant par définition la base du logarithme, noté logarithme indice a. Je vous recommande à ce sujet une vidéo de Benoît Ritaud dont vous trouverez l'adresse en commentaire.